ans. Tout va bien, enfin une bonne nouvelle, et c'est en public. Pour assister à l'émission, téléphonez au 03 44 62 43 58. Je répète, 03 44 62 43 58. L'image du jour, c'est la dernière photo de Lady Di qui provoque un véritable tollé. Et oui, la préfecture de police a flashé la princesse de Galles à plus de 150 km/h en pleine agglomération. C'est pas prudent quand même. Vous regardez trop la télévision et vous lisez trop la presse à scandale. Bonsoir. Voici Gala, Paris Match, VSD, Hola, Gente, The Sun, Daily Mirror ont la douleur de vous faire part de la disparition d'une partie de leur chiffre d'affaires. Les photos seront développées dans la plus stricte intimité. Algérie, plus de 300 personnes ont été massacrées vendredi par les intégristes islamistes depuis le début de l'été. Stop, enfin, stop. Quoi? Un petit peu de pudeur quand même. Une princesse est morte. Le monde entier est en deuil et vous vous arrêtez sur des informations régionales. Un peu de dignité. Pardon. Oui. Allez, une minute de silence pour tout le monde. Politique, les lois Pasqua-Lebré ne seront pas abrogées. Lionel Jospin s'est expliqué sur cette promesse non tenue avec sa méthode maintenant légendaire, faite de mots qui font du bien. Vous me dites renoncement? Je vous réponds confiance, échange, équilibre. Fermez votre énergie négative, ressourçons-nous dans l'échange et diffusons l'énergie positive dans la synthèse d'aujourd'hui et de demain. Après la scientologie, découvrez la jospinologie, la méthode qui dissout les promesses dans le grand tout. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi peuvent toujours aller se faire transiter sur Sirius. Voilà, sans transition, les vacances, c'est fini. Pour tout le monde, c'était un grand moment de détente. Regardez. Voilà, sans transition, je reçois Johnny. Que bonsoir, mon PPD. Alors, Johnny, le drame de ce week-end ouvre le procès des paparazzis. Vous êtes une des personnalités les plus chassées par les paparazzis. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Que oui, mon PPD. Que maintenant? Oui. Que les paparazzis, que c'est des gens qui font des photos, que des fois... Oh, que Guillaume! Mon PPD, que t'as vu, que c'est Guillaume, là. Oui. Mais revenons aux paparazzi. Ces odieux personnages qui violent la vie privée, qui sont sans foi ni loi, prêts à tout pour se faire de l'argent. Revenons à ces salauds. Qui ça? Les paparazzi, ces hyènes galeuses. Vous, par exemple, à cause d'eux, vous n'avez plus de vie privée. Que si, que j'ai une vie privée. Ah, vraiment? Que oui. Ma vie privée, que c'est quand le photographe, il recharge son appareil. Là, que je peux jouir de tout mon temps pour me recoiffer, pour être tout joli sur la photo suivante. Mais oui, mais c'est ignoble, non? Vous souffrez de ce harcèlement. Que oui. Ah, quand même. Que des fois, ils franchissent les bornes, hein. Que des fois, je suis dans mon intimité personnelle, tranquillement, avec le photographe à Paris Match, et qu'on est pris en photo par le photographe à Voici. Et que des fois, que je suis dans l'intimité avec le photographe à Voici, et que le photographe à VSD qui fait des photos pour Gala. Ah oui, c'est lamentable. Il n'y a plus aucune vie privée. Que c'est vrai, hein. Que les paparazzis, ils ont plus de vie privée. Que des fois, ils passent une semaine dans un arbre et qu'ils voient plus leurs enfants, hein. Mais non, je ne parle pas de ces charognes, je parle de ces photos volées, floues en plus. C'est horrible. Oui, mais que c'est obligé, mon PPD. Hein? Pas que si la photo, elle est pas felou, qu'elle passe pas dans Voici. Mais enfin... Non, mon PPD. Que c'est très dur de faire des photos feloues avec un appareil très perfectionné, hein. Et que pour ça, mon PPD, les paparazzis, il faut leur tirer un coup sur le chapeau. Mais enfin, Johnny, non, on ne peut pas être complaisant avec ces gens-là. La vie privée, c'est sacré. Que oui. La vie privée, j'y ai droit, vous y avez droit, tout le monde y a droit. Que c'est vrai, mon PPD. Que maintenant que j'y réfléchis, que t'as raison. Que ta vie privée, tout le monde y a droit. Oui, enfin non, des fois, je suis pas d'accord. Que c'est trop tard, mon PPD, hein. Que je connais le problème. Que les photographes, si tu leur donnes ça, que après, ils l'ont. Ouais.
Oh, Guillaume, quand il est toujours là, mon PPD, hein? Bah oui, tous les jours maintenant. Alors que c'est sûr que c'est vraiment Guillaume qui a pris la place à Monsieur Baffy, alors. Oui, oui, c'est ça. Bon. Allez, la suite. Voilà, sans transition, télévision. Ce soir, Guillaume Durand a donc fait sa rentrée avec un premier invité prestigieux, Gérard Depardieu. Bon ben Gérard, comment dirais-je, merci d'être venu, t'es vraiment un ami. Oh, tu rigoles, Guillaume. Allez, détends-toi, ma couille. Ouais, ça va. Demain j'ai Patrick, jeudi j'ai Julien, ça va. Bon, et mercredi, qui t'a-t-il, Guillaume? Zoé Valdès. Qui donc? Zoé Valdès, une écrivain, ça me stresse. Bon, t'as joué au tennis avec, non? Non, Ah bon? Mais tu l'as bien rencontrée à Saint-Trope? non, Bah, donc tu la connais, alors? je la connais pas. Oh, les risques qu'il prend, lui. Bon, ne soyez pas inquiets, Guillaume. On a 2 jours pour organiser un tennis au Racing. Allez, ciao, bonsoir. Heureusement qu'ils sont là pour dire ce qu'ils pensent. Hein. On me sent bien. Parce que la télé maintenant, c'est... Tu connais Philippe? Oui. Avec les fringues raccords, ouais. Je vais commencer tout de suite par un appel au secours, parce que là, c'est la rentrée. Pour tous ceux qui aiment les chiens et pour tous ceux qui aiment les amis des chiens, ça s'est passé dans la Nouvelle République, l'édition des Deux-Sèvres, c'est pas très très loin de chez vous. Et le drame s'est passé à Périgné, ça a été trouvé. Un chien Beagle a été trouvé sur la commune de Périgné il y a plusieurs jours. Son maître est à réclamer d'urgence à la mairie. Voilà, c'est comme ça. Puis là, je vais être plus sérieux pour vous faire découvrir un personnage, un commerçant. Il s'appelle Monsieur Vudine, il est d'origine vietnamienne. Il travaille à Paris, avenue des Gobelins, dans le 13e, où il tient depuis très longtemps une boutique d'appareils photo. Il est très très réputé dans le quartier. Alors il fait, pour ceux que ça intéresse, réparation, vente, occasion et surtout neuf. Et ça va, comment je dirais, du jetable au matériel très perfectionné, les Hasselblad à 50 000, des trucs très très compliqués. C'est un très grand pro, sauf qu'il a une façon... Monsieur Vudine, il a une façon un peu particulière de ranger, d'ordonner sa boutique. Visite sur place. Attention. Monsieur Vudine, on est ici devant votre boutique Photociné. Ça fait combien de temps que vous avez ouvert ici? J'ai ouvert la boutique depuis 20 ans. Ça fait 20 ans. Attendez, si on peut entrer sur la caméra parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Le son, ça fait 20 ans que vous avez ouvert, vous n'avez jamais pensé à ranger? Non, parce que si vous voulez, la chose que j'ai peur, c'est la sécurité. Ouais. Donc, si je range, on peut me cambrioler. Ici, c'est en désordre. Donc, le voleur, il peut vous voler s'il savait où vous ranger. S'il ne savait pas vous ranger, il ne peut pas vous voler. Par exemple là, Si vous touchez à ça, tout tombe. Est-ce qu'il y a un endroit dans votre boutique qui est mal rangé? Non, pour moi, non. Parce que je peux tout retrouver selon ma méthode. Mais vous savez tout ce qu'il y a là-dessous? Oui, bien sûr. Il y a quoi là-dessous par exemple? Ça, c'est en flash électronique. Et dessous, On derrière? appareil en compact, en appareil compact. J'aime bien les clients qui savent ce qu'ils veulent. Oui, parce que le gars qui ne sait pas ce qu'il veut, ici, il est perdu. Oui. Je suis le seul magasin à donner le prix au téléphone. Parce qu'on peut vous appeler en plus. Oui, bien sûr, voilà, le téléphone, il est là. Ah bah il est bien rangé. À quoi elle sert cette échelle? L'échelle permet de monter pour prendre des accessoires que j'ai rangés en haut. Il y a quoi là-haut? Ce sont des doubleurs de focale, des ogives d'arrondisseur et des filtres. Et qu'est-ce que vous avez là au fond de la boutique? Je vais vous les montrer. Oula, attention. Ah, c'est l'Everest, hein. C'est quoi là-bas? C'est votre... C'est mon stock des appareils de photo. Depuis les appareils jetables jusqu'au Nikon ou Leica. Vous êtes à 1,20 m du sol à peu près, il y a quoi sous vos pieds? Il y a d'autres appareils encore. Et ça, pourquoi il y a un rouleau de... ici? Ça me permet un rouleau de papier toilette. Ça me permet, quand j'ai besoin de faire les toilettes, je vais derrière. Ouais. Tout ce qu'on a besoin, c'est à notre portée. C'est beau, non? Tu l'as trouvé en prenant ou... On l'a trouvé, il y a une équipe pour ça. On l'a trouvé, cherche. Voilà. C'est Et qui bien. cherche Il est et qui introuvable. trouve. Il est magnifique. Il est avenue des Gobelins à Paris dans le 13e, il s'appelle Photociné. On va y aller dès demain. La suite. Dans la série Merveille de l'esprit humain, joie de la technique, une drôle d'histoire qui arrivait à un Anglais bricoleur. Ça commence par une balle perdue, ça vaut le coup d'œil. Alors le voilà, il s'appelle Damien Phillips, et là on le voit qu'il dirait se Jean-Pierre promène. Rive. Ouais, là il est près de sa maison dans la forêt où il a été agressé par des inconnus il y a 5 ans. Une agression qui a changé sa vie, on voit qu'il a un bandeau parce qu'il a perdu un œil. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a tiré dessus au pistolet et une bille de plomb a éclaté en plusieurs morceaux. On voit ici les radios du crâne qui ont été faites. Mais malheureusement, son œil n'a pas pu être sauvé, il a fallu l'extraire. Alors dans les premiers temps, il avait décidé de porter un œil de verre, et puis il a changé d'avis, la preuve.
Et en fait, il en avait marre que les gens le dévisagent. Alors il s'est dit, si les gens veulent me mater, je vais leur donner des bonnes raisons de le faire. Et il s'est fabriqué lui-même sa prothèse. C'est une prothèse, t'imagines, en silicone, avec une petite ampoule à l'intérieur. Et la petite cavité, c'est pour enclencher la pile de montre. Et là, attention, il va y avoir le contact. Je m'adresse aux personnes sensibles. Il est recommandé de fermer les yeux, c'est le cas de le dire. Il va se mettre ce truc-là dans les... T'imagines le bargeot. Ah oui. Attention. Oh là 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 là. C'est mieux là, non? Ah, la nuit, c'est bon. Voilà, ça se porte hiver comme été. La nuit au Queen, Ouais. ça va être bien. Ouais. quand Non, il non, en arrive. fait, il fait des spectacles d'horreur sur scène et il attend qu'on le fasse tourner dans des films. Et puis, je vais finir avec un truc joyeux pour finir. S'il y a des cinéastes... Vous avez déjà joué des grands séducteurs, des cinéastes. Don Juan, Casanova, enfin... Non. Alors, s'il y a des cinéastes qui nous Donald, regardent, qui ont un film comme ça, Ouais. à tourner, ils ne savent pas où le tourner. J'ai une idée d'endroit où on peut le tourner. C'est un lieu-dit en Seine-et-Marne, on a la photo du lieu-dit. C'est la queue ferme. Voilà, je pense que ça peut se faire là-bas. C'est une chute. Merci Philippe. Bon, cher Gérard, on va évidemment parler longuement de cinéma avec Ariel Wiesman qui va nous rejoindre. On va faire un petit peu de promo pour la chaîne Canal+, celle où je suis très content d'être. Boum. Si je peux vivre en paix, je préfère. Reconstitution historique, fresques romantiques et combats épiques dans l'Écosse barbare du XIIIe siècle. Unissez-nous. Unissez les clans. Quel genre d'homme est-il? Une brute malfaisante. Si nous sommes unis, nous pouvons vaincre. Et si nous vaincrons, nous aurons ce qu'aucune génération avant la nôtre n'a connu. Une Écosse libre et unie. 1700 figurants, 150 chevaux, 600 costumes et Sophie Marceau pour revivre la légende sauvage de William Wallace, héros de la rébellion écossaise. Meilleur film, meilleur réalisateur. Braveheart, l'épopée guerrière 2 et avec Mel Gibson, 5 Oscars à Hollywood, lundi 1er, 20h35. Voilà, c'est le scénariste Braveheart, le scénariste du Masque de Fer que tu as tourné cet été. C'est ça, oui. Mais, Randy Wallace. Randy Wallace. Alors on va accueillir, et vous pouvez lui faire un accueil chaleureux, car il rejoint l'équipe de Nulle part ailleurs, avec évidemment Agnès et Albert Agous, c'est Ariel Wiesman. Et en attendant, installe-toi. Voilà. À la bouche noire. Avec tous les gens qui sont ici, l'équipe, on t'a fait un petit cadeau. Bon, toi, on sait que tu en as plusieurs, mais tu donneras ça à qui tu sais. C'est un petit cadeau qui va te rappeler quelque chose. C'est extraordinaire, ça. Ah ben oui. Non mais Voilà, attends. c'est le musée Rodin qui nous a permis. Donc, c'est une copie et on te l'offre. On est tous contents. Ah non, mais c'est très... Non, vraiment, ça me... Alors, c'est très... Alors, comme toi, t'en as quelques-uns à la maison, on peut le donner à Carole, à qui tu veux. Ah non, c'est magnifique. Voilà. On va regarder ensemble. un peu de ma poche, j'avoue. Bon, il a mais mis un petit peu. C'est vrai que j'ai On mis va un regarder petit peu, ensemble je sais les images de la Mostra de Venise, mon cher Ariel avec Gérard. Très Regardez volontiers. les images, parce que c'était quand même l'événement. Récompense Rodin, mais la Mostra de Venise. Donc Carole et Willem Dafoe, ça y est, ils sont en train de tout casser ici, c'est pas grave. Ça s'est bien passé. Oui, très bien. Très bien. Ah oui, Triomphe. Oh oui, c'est L'ensemble de impressionnant. ton œuvre. Non, oui, ça fait un peu un drôle d'effet, ça sent un peu le sapin, comme disait mon petit Jean. Mais Mario Monicelli, alors là, c'est extraordinaire, parce qu'on a fait un film, on ne l'a jamais vu d'ailleurs, ni l'un ni l'autre. Il est passé à Noël, il est sorti à Noël, on ne l'a pas vu ce film. Pourquoi? Je sais pas. Alors ça, je sais pas du tout. C'est les producteurs, les distributeurs. Je pense que ça devait être la production, une drôle d'argent. Mais en tout cas, c'était un joli film avec des catcheuses. Vous recevez pas mal de statues en ce moment, j'ai l'impression.
Oui. Entre le petit lion là. Oui. Alors normalement, bon, j'ai amené un peu pour faire de la musique, j'ai amené aussi, j'ai toute ma doc un peu sur vous. Normalement, je fais un peu des trucs marrants, mais enfin là, le week-end était un peu tragique après ce qui s'est passé en Algérie. Je voulais vous demander, on vous a vu dans toutes sortes de rôles, justement tragiques, comiques, etc. Jamais dans les films d'action. Il y a maintenant toute cette école, les Wu, les Tarantino, etc. À coups de bastos dans tous les sens. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je trouve que c'est bien quand c'est bien fait. Mais je dois dire que ça me... Non, jamais on m'en a proposé parce que j'y tiens. J'aime pas trop. D'abord, je fais quoi si un fêlé un peu, c'était dans le choix des armes. Mais je ne vois pas... En France, il y a un gars qui est très bien, qui a fait... On a un peu saboté son film parce que le contenu n'était pas très bien, c'est Doberman, mais en tout cas, il a la matière. Je veux dire, il vaut les Américains. Il n'y a pas de marché véritable là-dessus, excepté sur la vidéo. En karaté, vous... Karaté, non. Ah non, je suis pas Jean-Claude Van Damme, hein, Attention, c'est que ça se travaille, ça, hein. Ouais, moi je travaille les formes. Enfin, à un moment, vous avez beaucoup retourné la violence contre vous-même, puisque vous êtes même châtré devant Ornella Muti. Non, mais il y avait toute une période d'un certain cinéma où on était... Enfin, puis moi, je dois dire aussi, c'est vrai que j'étais un peu un acteur qui pouvait montrer... Enfin, je suis mort de plein de façons. On m'a grillé, on m'a pendu, on m'a... J'ai eu toutes les balles, toutes les morts possibles. Cette castration dans ce film avec Ornella Muti. Oui, j'ai été fasciné. On m'a raconté ça et je me suis demandé comment ça s'était passé au tournage, comment vous aviez travaillé, la répétition, la tête d'Ornella Muti. J'avais une... J'ai envie de sentir le truc. Oui, mais d'ailleurs, il faut voir le film. Hein, là, c'est vrai qu'on le sent. Moi, c'est quelque chose qui est assez tragique. J'ai retrouvé la queue, d'ailleurs. C'est Patrick, mon beau-frère, qui m'a dit « Tiens, j'ai retrouvé ta bite que tu avais dans La Dernière Femme. » En tout cas, vous avez des rapports très agréables avec votre beau-frère. C'est très important. Non, il l'a retrouvé. J'ai dit « Tiens, ça m'intéresserait de la voir, parce que c'est sûr, normalement, voilà. » Et donc, non, il y avait tout un travail, j'avais une espèce de tuyau, la bite était pleine de sang. Il y avait quand même, à l'époque où on a tourné ce film, on s'est renseigné un peu, il y avait 12 cas d'émasculation comme ça en Italie. Je ne sais pas pourquoi. Ça s'est multiplié. On en meurt, hein, oui. Ah oui, on en meurt très vite, oui. Est-ce que votre beau-frère fait partie de ce qu'on appelle les poètes, ou ce que vous appelez les poètes? Tout à fait. Alors, qui sont les poètes? Les poètes, ce sont des gens qui parlent avec santé de choses qu'on cache, plus ou moins. Comme Jean Carmet de la Tête de Veau. Comme Jean Carmet de la Tête de Veau, le Dédé, mon père aussi, enfin plein de gens. Enfin, je pense que même Guillaume Apollinaire aussi. Ouais. Les cinéastes, il y a Bertrand Blier qui en parlait bien. Ouais, parce que les gens sont très sensibles de savoir ce que tu penses, parce que finalement... Non, c'est-à-dire que moi j'aime bien faire des blagues terribles, enfin pas des blagues, enfin disons que j'ai un langage un peu qui peut agacer, mais qui, je pense qu'à la fin ça fait rire davantage, et puis je pense pas que ce soit véritablement vulgaire. Alors voilà. Donc j'ai entendu dire zut en coulisses, mais c'était de bonne aloi, flûte, oui. Ouais. Et là, tu parles de quoi? D'un certain nombre de films un peu... Non, je ne parle pas de films, non. D'attitude? Oui, d'attitude, non. Alors on va regarder justement un petit résumé de la filmographie de Gérard. Poum. Tiens, tu veux que je te dise? Tu sais ce qu'il te faudrait à toi? C'est que tu passes un moment dans un lit avec une vraie bonne femme. Une battante. Ah, oui? Ah, ben ça, d'accord, alors. Ah oui, non, mais pas le genre des... non, une gagneuse. Tu sais plus où il y a la tête, tu sais plus où il y a les pieds, et t'as le tournis, quoi. Tu crois que c'est fini, puis paf, ça repart à l'attaque. Une affamée. Une qui a vraiment envie. Ça la tenaille, là. Vous m'avez embrassé sur la bouche. Ne me dites pas qu'il y a deux femmes en moi. Si, justement. Tu m'aimes plus? Arrête! Mais quoi? Même t'aimes plus quand je te touche? Oh, c'est comme ça que tu seras privé de quéquette pendant 8 jours. Marrez-vous, marrez-vous. Mais mon propre ami, si j'étais vraiment pédé, il y a longtemps que tu y serais passé à la casserole. Fais réfléchir un petit peu un mec comme moi. Je te coince entre deux portes et hop! Je vais aller jusqu'à ma voiture! N'essaie pas de m'empêcher! La gueule! On va s'en aller, du rock! Alors tu restes tranquille. Si vous essayez de nous suivre, je le tue. Ils sortent! Mais monsieur! Vous n'êtes pas encore fait? Bon,
levez sur la scène en guise de buffet, découpez cette mortadelle d'Italie. Gérard Depardieu, Cyrano, de Jean-Paul Rapneau. Meilleur acteur. Voilà, il y a plein de projets, plein de films qui vont sortir, XXL avec Lujna et de Zeytoun. Un projet, on en parlera tout à l'heure, avec une adaptation que tu réaliseras du livre d'Alain Leblanc avec Carole. Et puis là, il a retrouvé un document, ce cher Ariel. Oui, parce que je trouve toujours un petit peu réducteur de ne voir que le Gérard Depardieu acteur, alors qu'il y a le Gérard Depardieu chanteur, qui a chanté Où sont les femmes de Capitaine. C'était une de ses chansons. Et surtout, Je pue, dont je lis les paroles. Je suis seul avec mon odeur, la puanteur de mon cœur, et j'en ai peur. Je pue, alors c'est ça. Oui. Alors, qui voudra mettre le nez, s'intoxiquer, je sais pas, ça m'a. Avec mon odeur, la puanteur de mon cœur, donc. De mon cœur, et j'en ai peur. Je suis seul avec mon odeur, la puanteur de mon cœur, et j'en ai peur. Je pue, qui voudra. C'est absolument pas drôle. C'est Elisabeth Depardieu qui avait fait les paroles et la musique. Absolument. C'est un très beau disque, c'est pas drôle du tout, excusez-moi, c'est la confession d'un homme, ça peut... Ah oui, il faut venir avec moi dans la loge. Ceux qui n'ont jamais pué ne comprennent pas, évidemment. Dommage. Alors, je voudrais qu'on parle un mot justement de l'adaptation du roman d'Alain Leblanc, parce que tu vas, toi, tourner, mais derrière la caméra. Oui, derrière la caméra, il y a un rôle aussi. Non, je trouve que c'est... J'avais fait un film qui s'appelait Le Tartuffe. Enfin, c'était pas un film, c'était imprimer une pièce de théâtre qu'on avait jouée à... D'ailleurs, les théâtres, les subventionnés devraient s'équiper de vidéos ou de caméras, comme ça. Ils feraient deux choses en une. Donc j'avais donné le coup de départ à ça, j'avais donc imprimé Tartuffe. Et puis là, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est... Ma foi, ce livre m'inspire, je pense que je peux le réaliser, c'est l'histoire d'une passion, c'est un très beau livre d'Alain Leblanc, et je me suis dit que ça serait plus simple plutôt que d'essayer de chercher un metteur en scène, et comme on est toujours très lent dans le cinéma, je me suis dit, je vais le faire. Il y avait eu Tartuffe en 84 que vous avez tourné. Oui. Quel souvenir vous en avez gardé de... C'était trop long. C'est Molière, c'est toujours un petit peu... Non, c'est pas rajoute, non, mais il se laisse aller. Molière était joué, les actes de Molière sont joués pour la bougie, 20 minutes. Ouais. Mais simplement, nos adaptations et nos metteurs en scène les jouent, un acte fait 1 heure. Donc, il y a de quoi de brûler quelques bougies. Donc, j'avais réalisé ça en 4 semaines. Là, je pense qu'on fera un film normal. Un peu de pub et on se retrouve avec Gérard. Fait plaisir et on va entendre une petite musique bien particulière qui a joué un rôle considérable dans ta carrière au tout début. Hop. Et il va falloir nous expliquer pourquoi alors, ce qui s'est passé. Ça c'est oui. C'est Jean-Patrick Mozart, non? C'est Jean-Patrick Mozart, oui, mais j'entendais cette musique sans les basses, j'entendais que les aigus. Ouais. J'ai entendu tout Mozart sur les aigus. C'est ton prof, attends, c'était ton prof de théâtre avec Jean-Laurent Cochet? Oui, parce que j'avais un problème d'élocution, je ne pouvais pas parler, c'est-à-dire que ça se bloquait. J'avais une hyper-émotivité qui m'empêchait de parler. Voilà, alors donc je ne pouvais parler qu'en apprenant des textes. Même si je ne comprenais pas tout ce que je disais, je l'imaginais. Et donc il m'a envoyé chez un professeur qui s'appelait le professeur Alfred Tomatis, où j'ai entendu ça, et il y a eu une espèce de déblocage. Il a soigné le verbe par l'audition. Il a soigné, oui, parce que j'avais une émission, j'avais l'audition brouillée par une trop forte
Non, trop forte émission. Ce qu'on entend, c'est l'audition. Voilà, j'avais une trop forte audition pour émettre normalement ce qui bloquait les mots. Alors j'ai travaillé, j'ai écouté des heures et des heures, des après-midi entières, toute cette musique en supprimant les basses. Ce qui a fait... Ça a lâché quelque chose. Il y a eu un travail qui s'est fait dessus et je dois dire que ça m'a véritablement débloqué au niveau émotionnel, si bien qu'après j'ai développé une espèce de mémoire phénoménale, parce qu'on est bourré de micros partout à l'intérieur de nous. Et il m'a... Bon, j'ai eu ça, j'ai appris ces choses. Et ça a été utile pour l'anglais aussi, quand oui, quand sur l'anglais. Et des choses comme voilà, ça. Pour l'anglais par exemple, j'ai eu ces oreilles anglaises. C'est mon anglais. Bon, c'est pas le tout de comprendre ce qu'on dit, c'est pas un problème, puisque au moins ça je savais, puisque souvent je disais des textes sans les comprendre. Alors en anglais, pareil, ce qu'il fallait, c'est se faire comprendre. Voilà, même si on ne comprend pas tout ce qu'on dit. Mais est-ce que, là on arrive au bout, mais est-ce qu'il n'y a pas d'une certaine manière, en dehors de tout ça, une certaine forme de timidité, même qu'on peut ressentir ce soir tranquillement quand on est entre nous? Non, c'est-à-dire on n'est pas entre nous vraiment, mais... C'est vrai que j'ai un problème. Il y a un côté tonitruant, en même temps c'est vrai qu'on ne voit pas très souvent à la télévision et que... Non, c'est-à-dire je ne sais pas, je ne sais pas en public être familier. Voilà, parce que j'ai trop de respect pour les gens et que peut-être que c'est par pudeur que je... Donc, c'est pour ça aussi que parfois on m'a pris comme quelqu'un qui avait une grande gueule, alors ce que je n'ai pas du tout. Je crois que je peux... Non, je pense que j'écoute davantage que je ne crie. Et c'est vrai que quand il y a une familiarité trop grande, je suis un petit peu gêné. Voilà. Ariel, une dernière petite question avant que nous rejoignions. C'était en deçà du langage, qu'est-ce qui a été repéré qui faisait un acteur alors que vous ne parliez pas chez vous? Je pense justement, je pense que c'est la parole. C'est la parole dont je n'étais pas tout à fait sûr. Ou la colère, ou bien la présence pure. Oui, parce que la colère, c'est comme le chant, par exemple. C'est très difficile de... je me souviens, je jouais une pièce qui s'appelait les gens déraisonnables sont en voie de disparition, ou non, oui, c'est ça. Ou la chevauchée sur le lac de Constance. Je me souviens plus où je devais chanter. Eh bien, rien que le fait de tenir la bouche ouverte pour un chant, j'y arrivais pas. J'avais la peur de l'image et de cette bouche ouverte. C'était impudique pour moi. Et donc, je pense que ce qui a fait que ça a fonctionné, c'est qu'à partir du moment où j'apprenais un texte et que je disais exactement à la virgule près ce texte, je perdais la pudeur et ça donnait certainement ce qu'on appelle une énergie, qui est la présence. Et je crois que c'est ça, en fait. Parce que j'ai jamais été... Contrairement à ce que les gens pensent, quelqu'un qui improvisait. Je suis très mal à l'aise, comme dans la familiarité d'ailleurs, avec l'improvisation. Et je me souviens, quand on jouait au Café de la Gare, j'étais admiratif de tous ces gens qui improvisaient. Et je me disais, mais ils ont tellement de choses à dire. Toi, tu voulais un texte. Tous ces gens qui ouvrent la bouche si longtemps, souvent avec une allumette d'ailleurs, qui est un petit... Oui, mais c'est ça, il y en a beaucoup qui ouvrent la bouche longtemps. Très longtemps, bien sûr. Merci mille fois, Gérard. Merci mille fois d'être venu. Je crois que les gens sont touchés que tu sois venu pour la première de Nulle part ailleurs, les gens de Canal+, les gens qui aiment Canal+. Merci Ariel. Et nous avons institué pour la fin de cette émission, vous allez le retrouver tous les jours, un comité de surveillance. C'est parti. Pardon, excuse-moi. Mais alors, elle me dit, oui, non, qu'est-ce que c'est que cette viande? Je lui dis, écoute mon petit, ça, si c'est du pot-au-feu, je m'appelle Albert. Bon, alors, dès que c'est à 5 minutes avant l'antenne, vous mettez le prompteur, vous m'envoyez le texte, essayez d'écrire un truc quand même un peu révérencieux, quand même de Pardieu. J'ai envie de me faire bien voir pour la première. Et juste, attention, tu me fais mal, mon tout petit chat. Et juste avant, tu me mets mes cheveux, parce que j'ai pas envie qu'on me voit chauve à l'antenne, et c'est bon. Edouard? Espèce de conne, sortez de là. Arrête. C'est chiant, là. Voilà. Alors... On a organisé cette blague qui est prévue. Arrête, n'en fais pas trop, c'est pas vrai. Alors, ça sort aussi, tiens. Oui. Alors, c'est un truc un peu... T'as plus besoin de moi, là? Vas-y. Ok. Alors, moi, j'ai vu l'émission. Bon, elle ressort une seconde. Alors,
C'est bien. C'est pas gentil pour ma première. Édouard Baird, merci Ariel, merci Gérard. Merci. Et la suite du programme de Canal dans un instant. On se retrouve demain avec un duo un peu particulier, Patrick Bourrel, Marc Blondel. Ils viendront évidemment pas parler de la même chose. Ciao, bonne soirée, merci.